Neuvième épisode. Eh bien, ce neuvième épisode, c'est la difficile fin et succession de Boniface VIII, une victoire française, bien sûr, mais qui implique un compromis, comme nous allons le voir. Certains historiens républicains du XIXe siècle ont voulu montrer que les rois de France, qu'on appelait très chrétiens, usaient de beaucoup plus de violence à l'égard des papes que la République, et par là même, bien sûr, ils répondaient à la propagande royaliste de l'époque qui les accusait de malmener la religion. C'est ce que pense Jean Favier, malheureusement il n'est plus ce monde, spécialiste de cette période du Moyen-Âge, dans son livre sur Philippe le Bel. Alors, pour en revenir à l'attentat d'Annaï, que Colonna ait voulu tuer le pape est tout à fait possible. Mais Nogaret avait veillé à ce qu'il ne lui arrive à rien. Pourquoi ? C'est sur un bûcher, après jugement, que Nogaret voulait voir périr Boniface VIII, tout comme certainement le roi. Le procès était indispensable pour tous les légistes. Mais peut-on dire que Philippe le Bel aurait souhaité en arriver jusque-là, jusqu'au bout ? Mais revenons à Anagni, ce 7 septembre 1303. La population de ce lieu, où le pape venait très souvent, s'empressa de lui porter secours, d'autant plus que Nogaret et les hommes d'armes, y compris la troupe Colonna, étaient immédiatement partis après la lecture de l'acte d'accusation. Et Boniface fut reconduit à Rome en toute sécurité et décidera même de s'installer au Vatican pour plus de sécurité, ce qui montre qu'il était libre de ses mouvements. Mais il y mourra le 11 octobre 1303. Certes, des suites de cet incident, qu'on appellera donc l'attentat, parce qu'il s'agissait du pape, mais qui n'avait entraîné, je dirais, qu'une blessure psychologique, importante certes, mais pas physique. Seulement voilà, pour un homme de l'orgueil de Boniface, cette blessure psychologique ne pouvait être que mortelle, par humiliation. La mort de Boniface VIII n'entraîna à l'époque aucune accusation de violence physique d'ailleurs contre le souverain pontife. Il faut attendre le XIXe siècle. Mais posa la question tout de même de la sécurité du pape dans ses états. Même si le roi ne l'avait pas fait enlever, et n'en avait d'ailleurs pas eu l'intention. Comme un empereur d'Orient le fit précédemment, jadis, nous l'avons vu. Le problème, c'était qu'on avait pu pénétrer chez le pape par effraction, et la liberté du pape conditionnait bien sûr celle de l'Église. Et cette question se posait donc, et ne pouvait que préoccuper tous les souverains, qu'ils aient été ou non partisans de Boniface VIII. Cela n'empêcha pas le conclave d'agir vite, car bien que désunis, il voulait rétablir rapidement la paix avec la France, principal pays à cette époque. Le 22 octobre 1303, le conclave élisait le cardinal Nicolas Boccadini, ancien dominicain, n'appartenant pas à une des grandes familles romaines, et surtout, il avait 63 ans. Sauf exception, on savait que son pontificat ne serait pas long, et il était connu pour son expérience. Il prit le nom de Benoît XI. Pendant le conflit avec le roi de France, il était resté silencieux, ce qui n'avait pas empêché Boniface de le créer cardinal. C'était tout de même un signe de reconnaissance, de capacité qui se révéla exact. Nous l'avons vu d'ailleurs, Boniface était intelligent. Tous en se montrant très diplomate avec la France, Benoît XI va veiller autant à l'honneur de l'Église qu'à celui de la papauté. Sans trop de difficultés, il rallia les cardinaux dans son refus de convoquer un concile général pour juger Boniface post-mortem, et dans le même temps, il leva toutes les condamnations portées contre la France, le roi et quelques-uns de ses conseillers.
Les Colonna même furent pardonnés, sauf Sciarra Colonna, qui était à Nailly. Eux que Boniface avait exclus de la grande indulgence de 1300. Mais comme je l'ai dit, Sciarra Colonna et tous ceux qui avaient participé directement à l'attentat d'Anagni demeurèrent excommuniés. Et voilà, Nogaret en faisait partie. Pire, le pape fulmina contre eux le 8 juin 1304, la bulle Flagitiosum Scelus, on pourrait traduire par crime flagrant ou scandaleux attentat. Alors, l'auteur était pourtant présent et témoin oculaire, il était là à ce moment-là. Et il emploie des termes certainement, qui paraissent grandiloquents et hors de proportion avec ce qui s'est réellement passé, comme l'explique Jean Favier. Pourquoi ? Je crois qu'il veut tout simplement protéger l'institution papale de l'obstination de Nogaret, qui tient, lui, au procès post-mortem, comportant l'accusation de mauvaises mœurs, d'hérésie, lesquelles, évidemment, entraînaient l'obligation de convoquer un concile, risquant fort du même fait même de sa réunion, de se placer au-dessus du pape. Et il pensait aussi que le roi de France abandonnerait finalement son conseiller dans ses excès. C'était mal connaître le roi, qui était autant fidèle en amitié pour qui le servait bien, que rancunier tenace pour qui se dressait dangereusement contre lui. Philippe était d'autant plus décidé à aller jusqu'au bout pour s'attaquer à la mémoire de Boniface qu'il avait fait le même calcul que les cardinaux qui avaient élu Benoît XI. Et effectivement, celui-ci mourut de mort naturelle, le 8 juillet 1304, pontificat court donc. Et le conclave qui allait s'ouvrir à Pérouse le 18 juillet 1304 s'avérait difficile. Et il est à ce sujet très significatif, je le fais remarquer, qu'on n'avait pas ouvert ce conclave à Rome, où pourtant le pape était mort. Benoît XI même, s'il n'avait pas accédé à toutes les demandes françaises, avait considérablement réduit les prétentions pontificales, ce qui était sage. Mais certains trouvaient qu'il en avait fait trop dans son entourage, ce qui servait en réalité à dissimuler des préférences dictées par des choix politiques pour ou contre la France. Le cardinal Napoleone Orsini, très influent, créé cardinal en 1288 à l'âge de 25 ans, était neveu du pape Nicolas III. Il avait donc 12 ans de sacré collège déjà derrière lui au moment de ce conclave, de l'expérience. Et il comprit très vite la difficulté de la situation qu'il sut expliquer à ses confrères. Le choix qu'ils allaient devoir faire dépassait la question du gouvernement immédiat d'Église. Ce choix aurait des conséquences sur le fonctionnement à moyen et long terme du Saint-Siège apostolique, sans oublier les orientations de politique étrangère qui en résulteraient. Et à ce moment-là, la France était la puissance dominante. Fort intelligemment, Orsini en avait déduit que le candidat idéal ne devait en aucune manière avoir été mêlé à la politique de Boniface VIII. C'est ainsi qu'il put lancer l'idée d'une candidature prise hors du Sacré Collège. Ce n'était ni la première fois, ni la dernière que cette solution fut adoptée. Et le choix de Bertrand de Goth, archevêque de Bordeaux, était fort judicieux. Car l'homme n'était ni pusillanime, ni faible. Il fut simplement intelligent et avait eu l'occasion de le manifester dans des situations difficiles, ce qui n'avait pas échappé à cet expert qui était déjà Napoleone Orsini, qu'on en juge. D'abord, Bertrand était sujet du roi de France. Il était né en 1264, son oncle était évêque d'Agen, son frère archevêque de Lyon. Il avait surtout approfondi les études de droit, en plus de la théologie, à Orléans et à Bologne. Et il avait fréquenté les meilleurs juristes du temps,
justement ceux parmi lesquels le roi de France recrutait ses légistes. Il avait été présent aux États généraux de 1302 à Paris, comme archevêque de Lyon. Il avait payé la décime à Philippe le Bel, donc il était bien avec le roi. Auparavant, il avait même été vicaire général de son frère, Béraud de Goth, à Lyon, lequel l'avait emmené avec lui à Rome, quand Célestin V le créa cardinal en 1294, et il lui obtint même le titre de chapelain du pape. Et le roi, en raison de son habileté diplomatique, lui fit donner l'évêché de Comminges en 1295. Il ne séjourna donc pas à Rome longtemps, mais suffisamment pour comprendre, en bon juriste qu'il était, les exagérations de Boniface, dont il eut confirmation au concile que ce pape réuni à Rome, nous l'avons vu en avril 1302. Mais il sut se taire, ou ne pas être entendu. Le fait que, depuis 1300, il était archevêque de Bordeaux, date où les tensions entre l'Angleterre et la France s'apaisaient, montre aussi qu'il était bien vu du roi d'Angleterre, Édouard Ier, duc de Guyenne, qui l'avait choisi même pour défendre ses droits devant le Parlement de Paris, tout comme du roi de France et du pape. Il était bien vu de ces trois, quand même qu'il était diplomate. Il a donc été élu en 1305, en son absence, par le conclave. Il était le deuxième Français à monter sur le trône de Pierre. On le pressa alors de venir à Rome, bien sûr, pour se faire couronner, mais les raisons qu'on lui présenta le gardèrent, et il eut bien raison, de commettre cette erreur. Il recevra la tiare dans la partie française de Lyon, en présence de Philippe le Bel, et prendra le nom de Clément V. Il ne se rendit pas à Rome, après avoir bien fait étudier la question, et ne se fixa pas non plus encore à Avignon. Il allait au fond mener une vie itinérante dans le Languedoc, avec une cour de 400 personnes à peu près. C'est ainsi qu'aura lieu l'entrevue de Poitiers, avec Philippe le Bel et les siens, le 26 mai 1308. Il fallait régler complètement le contentieux qui restait avec Boniface VIII, et s'occuper d'une nouvelle affaire, celle-là très grave, celle des Templiers, dont le roi Philippe voulait supprimer l'ordre. Le roi s'obstinait aussi à demander un concile général pour juger Boniface. Il voulait aussi la béatification de Célestin V afin de le faire ensuite canoniser comme martyr, ce qui était accusé bien sûr Boniface VIII, sans oublier bien sûr la levée des excommunications contre les responsables de l'attentat d'Anagni, parmi lesquels son ami Nogaret. Et à ce moment-là, on a appris à Poitiers la mort de l'empereur, et il semble que Philippe le Bel ait eu envie de se présenter à l'élection au Saint-Empire romain germanique, mais elle n'était pas certaine. J'ai dit il semble parce qu'en fin de compte, il a poussé Charles de Valois, son frère, un médiocre, ce qui n'était un secret pour personne, y compris pour Philippe le Bel, et que le pape d'ailleurs ne soutint pas. Son candidat, c'était Charles de Luxembourg. Il le fit discrètement savoir à Philippe le Bel, et c'est Charles qui fut élu. Le pape, pour le reste, demanda du temps pour réfléchir. Il fit part au roi de son désir de réunir un concile à Vienne, en Dauphiné, en 1311. Vous voyez, on prenait du temps. Et il annonçait son installation en Avignon pour quelque temps. Et il s'y installa effectivement en 1309, mais ce délai fut précieux pour la paix, parce que Enguerrand de Marigny, qui prenait de plus en plus d'importance à la cour de France comme gardien du trésor et portant même le titre de coadjuteur du royaume, avait la totale confiance du roi. Et Enguerrand sut persuader Philippe d'abandonner toute poursuite juridique contre Boniface, qui était mort. Bon, et pour se concentrer sur les Templiers, qui eux étaient bien vivants. Pour en finir avec eux, eh bien, il fallait l'aide du pape, bien sûr, qui n'avait aucune envie de faire le procès d'un prédécesseur. Enguerrand de Marigny, du même coup,
eh bien, alla voir le pape, et il entra dans les bonnes grâces du pape, puisqu'on abandonnait le procès post-mortem, et constitua ainsi un lien très précieux entre le Saint-Père et le roi Philippe. Clément V put alors montrer toute sa diplomatie. Le 27 avril 1311, la bulle Rex Gloriae annulait tous les actes mettant en cause le roi de France. Les acteurs de l'attentat d'Anagni voyaient leur excommunication levée, mais comme coupables repentants et devant donc, en réparation, accomplir une croisade et des pèlerinages. Nogaret, évidemment, fut furieux, il n'accomplit aucun pèlerinage, mais il ne fit pas de scandale parce que, de toute façon, le roi l'avait généreusement dédommagé, et puis enfin, il n'était plus excommunié. Alors Clément V put ouvrir le concile de Vienne, le 16 octobre 1311, l'ordre du jour ne comportant plus que l'affaire du Temple et la réforme de l'Église, et éventuellement la croisade. Le concile attira moins de monde que ne l'espérait le pape. La seule présence royale, et encore à la fin du concile, fut celle du roi de France. On sut donc qu'il n'y aurait pas de croisade. La réforme de l'Église, elle demeurerait l'affaire du pape, et c'était bien pour beaucoup. Quant au Temple, eh bien la question, à l'époque, était pratiquement réglée. Parce que le 13 octobre 1307, tous les Templiers de France avaient été arrêtés à la même heure par l'organisation de Nogaret. Et beaucoup avaient avoué toutes sortes de crimes, dont la plupart étaient imaginaires. Mais ils avaient fait beaucoup d'aveux par crainte de la torture. Et les crimes reprochés allaient de l'hérésie en passant par le sacrilège et le blasphème, ainsi que les affaires de mœurs. Le 11 mai 1310, il y avait eu, rien qu'à Paris, 54 bûchers. Le pape avait fait souvent savoir au roi qu'il lui revenait, bien sûr, puisque c'était un ordre religieux, de s'occuper de l'affaire. En vain. Philippe le Bel tergiversait, mais gardait tout en main et tenait à continuer ainsi. Aussi, quand le concile de Vienne émit le vœu d'entendre les Templiers qui voulaient défendre leur ordre, le roi envoya Enguerrand de Marigny s'entretenir avec le pape. Et celui-ci put lui expliquer sans difficulté que le Temple était maintenant complètement déconsidéré, ce qui était vrai aux yeux du public. Et en ce qui concernait la France en tout cas. Et il conseillait au pape de le supprimer purement et simplement. Et l'évêque d'Avignon de l'époque, le cardinal Jacques de Haise, approuva ce conseil, et Clément V le suivit. Au stade où en étaient arrivées les affaires, le Temple ne pouvait plus être sauvé. Et en s'obstinant à vouloir agir, le pape aurait rallumé forcément la guerre entre le Saint-Siège et la France.